parle. Non, je pense. Non, non, non. Non, je pense que c'est la diapo qui est là, qu'on vous a envoyée. Ouais. On y va ? Allez. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence cette première table ronde sur un sujet qui est un défi, puisque c'est celui de la simplification dans les protocoles de recherche. La simplification, on l'a vu en termes d'accès aux soins, d'accès aux protocoles de recherche, des protocoles plus simples, donc plus accessibles, et des protocoles plus accessibles parce qu'en proximité des patients. Et donc on va essayer durant cette conférence de vous brosser un panorama de ce qui est travaillé en termes de simplification d'accès à la recherche, que ce soit sur les protocoles ou que ce soit sur l'accès très direct pour les patients à la recherche. Et je vais être aidée en cela par Laetitia Gambotti de l'AIS qui va commencer cette conférence par nous dresser un panorama de l'ensemble des groupes de travail, projets de loi et dispositifs qui sont aujourd'hui travaillés par l'AIS avec l'écosystème pour simplifier et accélérer l'accès à la recherche. Je vous laisse vous présenter rapidement et planter la conférence avec ce panorama très 360 de tout ce qui est mobilisé par les acteurs et par l'État pour venir accélérer et simplifier cet accès au protocole de recherche. Merci Laetitia. Merci Stéphanie et merci pour cette invitation à cette table ronde dont le sujet tient vraiment à cœur et au cœur du travail de l'AIS. Donc moi je suis Laetitia Gambotti, je suis médecin de santé publique avec un background de recherche clinique et je suis actuellement responsable de l'accélération des process réglementaires et de l'accès au marché à l'AIS. Alors effectivement, pour introduire un peu cette table ronde, je voulais rappeler les travaux de coordination faits par l'AIS et effectivement avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, puisque nous on est là en fait en coordination interministérielle et aussi avec les acteurs à la fois institutionnels, les acteurs de terrain et je dirais aussi bien académiques qu'industriels. Et on a deux grandes entités sur lesquelles on s'appuie et avec qui on échange. Il y a d'abord un comité de pilotage de la recherche clinique qui là réunit davantage les directions centrales de type DGOS, DGS, mais aussi on travaille avec la DGRI, donc tout ce qui est la recherche, et la DGE, la direction des entreprises, puisque dans cette volonté d'accélération de la mise à disposition des traitements ou des solutions innovantes, il y a aussi la volonté de transformation avec les entreprises. Et on a un comité plus opérationnel qui, là, fonctionne avec des grands workshops qui réunissent plus de 40, même 50 acteurs et effectivement qui doivent répondre à des mesures qui ont été définies lors du premier workshop, 56 mesures qui favorisent l'accélération de la recherche clinique. Et ensuite, ces mesures ont été, je dirais, éclatées dans des groupes de travail thématisés. Et effectivement, je vais vous donner quelques éléments de travaux. Donc on a par exemple un premier groupe de travail réglementaire, puisque là c'est un sujet qui nous anime tous. Et effectivement, lors de ce groupe de travail réglementaire, où encore une fois, ce sont les acteurs qui nous remontent les besoins de terrain, les problématiques et les choses à simplifier. On travaille actuellement depuis un moment, et puis là ça s'est un peu accéléré, sur le projet de loi de simplification de la vie économique. Donc vous en avez tous entendu parler, mais je rappelle que c'est un projet de loi de simplification de la vie économique dans lequel on essaye d'impulser des mesures santé. Ce n'est pas un projet de loi santé, mais quand même, on a réussi à mettre quelques mesures. Comme par exemple Alors voilà, en mesures concrètes, il y a le sujet de la simplification de la déclaration de l'import-export d'échantillons biologiques, puisqu'il y avait une sorte de double déclaration, entre guillemets, puisqu'il y avait déjà une autorisation donnée par la NSM, les CPP, mais ça nécessitait une autorisation aussi de la DGRI. Et là, a priori, ce serait plus nécessaire. Enfin, tout ça, c'est un projet de loi donc, qui est en cours de discussion. Enfin, voilà, les mesures ne sont pas encore appliquées, mais en tout cas, elles sont bien notées dans ce projet de loi. Il y a un sujet aussi sur l'information et le consentement dans le cadre de recherches dites mixtes, avec un bras avec des patients, je dirais, réels, et un bras avec des données recueillies, enfin des données de vie réelle ou artificielles, où là aussi il y avait un petit peu
une complexité en fait, dans le recueil du consentement et l'information. On a aussi un sujet, et là je crois que ça va être repris par une des personnes de la table ronde, sur la notion de territoire de recherche. En fait, on introduit la notion de territoire de recherche qui va être un espace plus élargi pour réaliser la recherche. Et aussi, dans la définition du lieu de recherche, il y a l'introduction du domicile du patient. Et là, ça renvoie en fait à tous les travaux que vous connaissez très bien et sur lesquels voilà, on cherche vraiment à simplifier les choses, qui sont les travaux qui ont sujet à la décentralisation et la possibilité de réaliser les essais au domicile, plus en proximité du patient. Et ça, c'est vraiment un sujet, voilà, c'est un de nos sujets prioritaires et c'est un sujet qui est énormément discuté dans les GT. Après, je ne sais pas si vous voulez que je continue ou vous voulez réagir. Ouais. Enfin, en tout cas, on est clairement dans l'accès en proximité et l'accès aux patients. Et c'est vrai, ce sont des mesures collectivement portées qui sont attendues par tous, ouais. Très clairement. Et alors justement aussi dans le sujet de la décentralisation, là on est plutôt dans la réalisation de la recherche, mais il y a aussi une mesure sur la possibilité de faire le monitoring et l'assurance qualité à distance. Et là aussi, alors voilà, on est côté patient, mais on est aussi côté promoteur et réalisation de la recherche, et ça c'est aussi très important. Donc un autre GT, donc là on était sur le réglementaire, hein, mais qui quand même nous occupe, et un autre GT qui s'appelle un GT outils. Et là, je crois que vous allez parler du projet, alors voilà, qui est un acronyme anglais IT for City. Mais voilà, Karim en parlera ensuite, donc qui est sur les indicateurs de la recherche, notamment, voilà, sans spoiler, SIGREC. Voilà, mais je sais que Karim en parlera. On a un autre GT qui est sur les 10 GT interactions. Alors là, c'est sur voilà, les interactions, investigateurs-promoteurs, promoteurs-autorités. Donc beaucoup de discussions, effectivement, pour faciliter ces interactions. Il y a quand même eu le sujet dans ce GT, mais qui a été aussi repris dans le GT réglementaire, des fast track. On en parle, on y travaille. J'ai eu une réunion pas plus tard qu'hier avec la DGS, la NSM, la CNRIPH. Donc voilà, il y a vraiment une volonté, vous savez, hein, en termes d'attractivité aussi, hein, le sujet des fast track est en tout cas une proposition qui est faite par d'autres pays. Et c'est vrai que là, la France doit se repositionner pour pouvoir proposer des fast track aux promoteurs, alors à définir sur quel périmètre, évidemment plutôt dans des situations de besoins thérapeutiques non couverts. Pour qu'on soit clair, fast track, c'est de se dire que sur certains projets de recherche, on a un traitement accéléré de l'ensemble des acteurs, un peu comme on a pu le connaître durant le Covid, par exemple. Tout à fait. C'est ça l'idée et il reste maintenant à définir qui est prioritaire et quel type de danger serait. Okay. Exactement. Et effectivement, c'est un fast-track autorisation et autorisation ANSM et CPP. Donc il faut aussi combiner, comme ça a été fait pour le Covid, à la fois l'accélération de l'autorisation ANSM, mais aussi la capacité des CPP à pouvoir être aussi dans cette dynamique de fast-track. Sachant qu'on en a discuté aussi, et ça a été discuté dans les groupes, évidemment, ce fast-track des autorisations n'a de sens que si la suite aussi se fait rapidement. Et là, je crois qu'il va y avoir des sujets conventionnement. Il y a aussi le sujet des délais de mise en place et ensuite du délai de réalisation de la recherche et de l'inclusion des patients. Et là, vous nous passez la balle et c'est à nous d'accélérer ces exactement. Et là aussi, je crois qu'il y a eu un sujet qui va être porté, hein, mais on compte vraiment sur l'ensemble du territoire national pour que les inclusions de patients se fassent voilà, partout où ils sont et dans tous les établissements et que l'ensemble du territoire puisse concourir à accélérer cette recherche. Ensuite, plus rapidement, peut-être parce que je parle trop, un sujet important, et là, juste, je fais référence, on fait un tour de France de l'innovation et on a eu une étape bordelaise jeudi sur l'innovation numérique au service de la recherche clinique. Et justement, sur cet aspect formation, et là je pense qu'on est tous concernés, les nouveaux outils numériques vont devoir être facilement embarqués par l'ensemble de l'écosystème, aussi bien pour ceux qui conçoivent la recherche que pour ceux qui la réalisent. Et justement, le sujet de la formation
est un sujet important. Et là, voilà, on doit aussi travailler à définir un peu des nouveaux métiers qui soient aussi pour ceux qui réalisent la recherche et ceux qui la réalisent, je dirais, promoteurs, mais qui la réalisent aussi investigateurs. Voilà, j'oublie peut-être un micro-sujet, j'avais fait des petites notes. Oui, donc je vous disais les réseaux d'investigateurs, et aussi, oui, on travaille sur le fonctionnement, un peu l'homogénéisation du fonctionnement des CPP. Aussi, voilà. Enfin, ça, il y a un enjeu majeur. Ouais, un enjeu majeur. Voilà, on est en lien avec la CNRIPH. Là, voilà, va avoir, je vois Eric Vico réagir non verbalement à côté de moi. C'est du body language, mais il y a un body language très très expressif. Voilà, mais en fait, l'importance de cette accélération, il faut retenir, c'est que vraiment, elle est sur toute la chaîne et qu'on doit tous... perçoit bien la coordination nécessaire de l'AIS parce que voilà. Tout est interagi et donc il y a aussi un sujet de tempo et de rythme. Voilà, et que tout évolue en même temps, parce qu'encore une fois, si on gagne 15 jours quelque part, mais qu'on les perd ailleurs, ça n'a... Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce tour de panorama voilà. Très ambitieux et plein d'espoir sur plein de sujets qui sont attendus et dont on voit qu'on n'est pas très loin de la fin du tunnel. Je vais passer la parole à Karim, qu'on ne présente plus, président du CNCR, PCME du CHU Nantes. Et Karim, tu es toi particulièrement impliqué sur 2 sujets nationaux, un que Laetitia a évité de spoiler sur le système d'information et sur également l'accès aux biobanques. Et puis très impliqué aussi sur la décentralisation et l'accès aux patients. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Stéphanie. Donc juste, en préambule, je me suis finalement rendu compte, parce qu'il y a 3 sujets, que finalement, ces 3 sujets sont très 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 connectés avec un grand chapeau qui est effectivement la simplification. Alors on va essayer de faire un peu par ordre. D'abord, je voulais évoquer avec vous la simplification. Ça a été d'ailleurs évoqué par Laetitia. Il y a d'abord effectivement tout ce qui est dématérialisation, décentralisation des essais. Alors vous vous souvenez, pendant le Covid, on a été capable de le faire. Hein, l'urgence de la situation nous imposait de toute façon de raccourcir considérablement toutes nos procédures. Et puis en post-Covid, pardonnez-moi l'expression, mais le soufflet est un peu retombé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc effectivement, voilà, c'était oui, absolument, c'est Covid long. Et très long même maintenant. Et donc, alors que l'Europe, l'Union européenne, c'est une recommandation qui date de 2022, donc c'est quand même en hiérarchie des normes, levier normalement assez puissant, demandait à ses membres justement de pouvoir bénéficier des outils de dématérialisation, de décentralisation pour accélérer finalement l'accessibilité pour les patients. Alors, quel est le sujet finalement? À mon sens, il y en a 2. Il y a d'abord tout ce qui est consentement, e-consentement, e-information. Et puis le deuxième grand champ qui est plus hospitalier, le premier est très écuménique, il y a le domicile, il y a aussi l'hôpital. Le deuxième, c'est tout ce qui est e-monitoring. Alors le e-monitoring, juste pour vous dire, là actuellement dans certains PHRC, le fait de demander aux techniciens de recherche clinique d'aller faire du monitoring dans d'autres villes, ça peut prendre 20 à 30% du budget. Donc déjà, il y a quand même un gaspillage d'argent public qui est quand même un petit peu dommageable. La deuxième chose, c'est qu'en termes d'attractivité, vous doutez bien qu'on peut faire nettement mieux. Le troisième point, c'est qu'on demande à des techniciens de recherche clinique qui sont dans un bureau avec un ordinateur d'aller à l'autre bout de la France dans le même bureau avec le même ordinateur. Donc de la même manière, je pense qu'on peut faire mieux. Très simplement, le code civil actuellement, il n'y a pas de contravention à la signature électronique. Autrement dit, la signature électronique a même valeur probante que la signature manuscrite. Alors après, il y a un niveau de sécurité à définir, bien entendu. Et puis surtout, évidemment, le code civil, c'est en population générale. Il faut que quelqu'un, à un moment, dise c'est valable en situation de recherche. Ce qu'ont fait les Espagnols, ce qu'ont fait également nos amis allemands. Et donc, où en est-on actuellement? Actuellement, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on sollicite la CNIL à chaque fois. Donc déjà, ça encombre la CNIL par rapport justement à d'autres projets. Et puis deuxièmement, on prend 6 mois dans la vue pour chaque projet. Alors que ce qu'ont fait nos amis, notamment espagnols, c'est une espèce d'accord cadre qui fait que dès lors que vous êtes dans l'épure du réglementaire, dès lors que vous êtes dans l'épure du protocole écrit et que tout va bien, vous pouvez bénéficier de ces outils. Donc là, actuellement,
Ce qu'il faudrait très simplement, en 2 phrases, c'est que la CNIL puisse introduire dans ses méthodologies de référence la possibilité de la signature électronique. Ça, c'est le premier point. Et donc, la CNIL a besoin d'une instruction politique. Donc, on attend l'instruction politique. Et en attendant, on nous occupe avec des questions. On a fait une phase pilote, que c'est la paix, je crois, hein, Stéphanie, qui l'avait... elle était globale. Voilà, on a fait une phase pilote dont on a beaucoup discuté. Tout l'écosystème, évidemment, souhaite ardemment, et les patients également, qu'on puisse aller rapidement vers la résolution du problème. Vous imaginez bien que les industriels aussi, bref, et les patients, je ne vous en parle même pas. Donc maintenant, on en est à faire une fac parce que la crainte qui a été exprimée, enfin qui m'a été remontée, c'était la crainte qu'il puisse y avoir des contentieux. C'est pour ça qu'on veut essayer d'évaluer tous les cas de figure possibles. D'abord, on ne va pas évaluer tous les cas de figure possibles. C'est strictement impossible. Il faut revenir au code civil. Et la deuxième réflexion, c'est que le contentieux, il y en aura toujours. Déjà maintenant, avec des signatures manuscrites, il peut arriver qu'un patient, effectivement, dise on m'a forcé, etc., etc. Je dirais même, pour avoir fait signer pas mal de consentements moi-même, que la procédure de consentement électronique et d'information, à mon avis, couvre mieux que le fait d'avoir le patient en face de soi, parce que forcément, on est un petit peu partie prenante quand même dans le protocole qu'on essaye de promouvoir. Et donc, bref, donc on attend, j'espère, je ne sais pas si je rêve, j'espère une résolution du problème en 2025. Et on va continuer, on a écrit avec nos partenaires industriels pour que cette problématique soit résolue. Mais très clairement, pour la recherche biomédicale française, c'est très très dommageable, notamment dans un monde globalisé avec des partenaires européens qui se sont déjà lancés. Tu es très convaincant et de toute façon on est convaincus. Donc est-ce que tu peux nous dire 2 mots du projet Biobank que le CNCR mène avec l'INSERM et d'autres partenaires? Exactement. Alors c'est d'ailleurs ça peut rentrer justement, comme je vous le disais, ça rentre aussi dans un process de simplification. Donc le projet Biobank qui a 4 partenaires effectivement, le CNCR pour la recherche publique hospitalière, Unicancer, le RESPIC et l'INSERM. Premier éclairage, les 90% à peu près des biobanques en France sont hébergés dans des CRB de nos hôpitaux, également les tumorothèques. Deuxième éclairage, vous savez, on est passé il y a 20 ans, j'ai connu ça, où il y avait des échantillons dans les congélateurs. Et maintenant, on a besoin de 2 choses. On a besoin de structurer, ça n'existe plus, mais on a énormément d'échantillons dans tous nos CRB. On a besoin, 1, de structurer, 2, de pouvoir partager, 3, d'avoir un préanalytique qui soit homogène autant que faire se peut dans tous nos établissements. Et 4, d'avoir un outil de requêtage qui soit centralisé, c'est-à-dire si à Nantes, j'ai besoin d'avoir des cellules d'une tumeur très particulière pour mes recherches et que je n'en ai pas la disponibilité, il faut que par cet outil de requêtage, je puisse interroger l'intégralité des CRB en France. Ce que font très bien nos collègues suisses et ce que font très bien nos collègues allemands. Donc si on procède par ordre, vous voyez qu'on a plusieurs grands champs. Donc le projet FR Bionet, c'est un projet effectivement qui est coordonné par les 4 institutions que je vous ai signalées avec un project leader, voilà, avec un project leader, le professeur Versuif, qui travaille à la PHP à Bicêtre. Et donc c'est 30 millions d'euros. On a commencé les travaux, le kick-off a eu lieu. Et pour vous donner très rapidement les grands champs, il y a tout ce qui concerne le préanalytique, je vous l'ai dit, pouvoir l'homogénéiser. Il y a également le fait de pouvoir gérer toutes les données cliniques associées de la même manière, de pouvoir avoir des choses qui soient structurées et puis bien entendu de pouvoir avoir un guichet, unique très structuré qui permette d'une part donc le requêtage pour les acteurs et puis également de pouvoir avoir des formes qui soient, ça a été évoqué par Laetitia, que l'export par exemple soit simplifié, que les formes de contrat soient également homogénéisées pour que de la même manière, quand il y a une valorisation par le biais d'un industriel par exemple, ce puisse être simple, rapide, homogène et autant que faire se peut, homogène. Quand je dis homogène, homogène dans toutes les institutions hospitalières. Voilà en gros le projet France Bionet. Merci beaucoup Karim. Je vais passer le relais à Éric Vico. Éric, toi tu es l'un des vice-présidents recherche de la PHP.
APHP qui s'est engagé dans un mouvement important de simplification et dont j'aimerais que tu nous donnes les grands enjeux parce que finalement on a sûrement des choses duplicables et réplicables. Et par ailleurs, tu es particulièrement impliqué dans les enjeux de simplification sur les data sur lesquels tu es très mobilisé. Mais, merci. Je ne sais pas oui, si ça marche, ça fonctionne. Merci d'abord de l'invitation. Je voudrais juste commencer par dire que on est extrêmement sensible au mouvement qui a été mis en place, en particulier par l'AIS, parce que, pour ma part, je trouve que c'est un mouvement qui s'intéresse à la réalité pratique des choses. De la même façon, on a trouvé dans les derniers moments de discussion une ouverture vis-à-vis de la CNIL et de la NSM, je dois dire, qui témoigne aussi, on va dire, d'une possibilité de changement qu'on n'avait pas dans les dernières années, et ça mérite d'être souligné. Alors, les éléments qui ont été mentionnés sont vraiment des supports très importants pour la simplification qu'on a essayé de mettre en place. Je dirais tous les éléments techniques d'abord. L'e-consent, c'est vraiment un élément qui peut être extrêmement important dans la simplification, qui peut nous faire gagner en fait beaucoup de temps en termes de monitoring, beaucoup aussi de qualité, et pour un point aussi quand même non négligeable, si on voit ce que c'est qu'un triplicate de consentement en termes de bilan carbone, c'est pas formidable. Ça c'est un point qu'on essaie de mettre en place d'une façon absolument constante maintenant dans nos protocoles. Ce point-là, à mon avis, doit être aussi pensé avec une évolution même de ce que peut être l'e-consent, qui pourrait intégrer un discours basé sur la visio, sur des vidéos qui expliquent d'une façon extrêmement détaillée et pour le patient ce qu'est le protocole. Et ça nous donne non seulement un élément technique de rapidité, mais aussi un élément qualitatif dans le rapport qu'a le patient avec le protocole en termes de consentement éclairé. Ça, c'est un point. Dans les éléments techniques aussi qu'on a mis en place, ce sont les mises en place à distance. La possibilité de mettre en place à distance, c'est aussi, ça a été dit pour les monitorings, mais c'est aussi en termes de rapidité et en termes de coût, quelque chose qui est un élément très très important. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. Notre politique à la PHP, ça a été de dire on peut mettre en place à distance si on connaît les centres en termes d'expérience, c'est-à-dire si c'est des centres qui ont l'habitude de la recherche clinique, pour lesquels on n'a jamais eu de problème réglementaire, on va dire, et on met en place en fait un circuit qui nous permet d'interroger toutes les unités de recherche clinique sur leur expérience avec tel centre avant de pouvoir autoriser la mise en place à distance, mais de fait, ça nous fait économiser aussi beaucoup de temps. Autre point aussi, à mon avis, important, c'est le fait d'avoir un registre des essais cliniques qui permettent aux patients de savoir quels sont les essais en cours à la PHP. Et là encore, dans le rapport avec les patients, c'est un point, à mon avis, qui peut favoriser d'abord la correspondance entre la perception de la recherche clinique de la population et ce qui est, et ensuite permettre à des patients de savoir que dans tel hôpital, on a la possibilité de rentrer dans tel essai clinique, et c'est un point important. Est-ce qu'on fait suffisamment dans la communication autour des essais cliniques? Je ne crois pas. Je crois qu'on pourrait gagner beaucoup, là encore, en utilisant des outils numériques pour présenter les recherches qu'on fait et présenter aux associations les recherches qui sont en cours. Là encore, notre travail avec les associations de patients doit être développé de façon très importante. Juste dans les points, ensuite, tu m'as parlé des entrepôts de données de santé. On a un gros enjeu, en fait, sur ces entrepôts de données de santé, et c'est un de nos éléments de travail extrêmement important à la PHP. En fait, la réglementation autour de ces entrepôts de données de santé, finalement, a rendu problématique toute une série de bases de données qui existaient depuis des années. Et il faut absolument faire un effort collectif pour mettre à un niveau réglementairement correct toutes ces bases de données qui sont des éléments absolument cruciaux pour la connaissance médicale en France. Donc ça fait partie de nos grands chantiers. Je ne dirais pas que tout est réglé, mais on a quand même pas mal avancé là-dessus. Peut-être
peut-être les points, à mon avis, qu'il faut encore travailler. On a parlé de la recherche au domicile des patients. C'est un point très important, mais il faut régler le problème du circuit pharmaceutique pour justement faire cette recherche. On arrive dans des situations qui sont absolument kafkaïennes, où effectivement on peut faire la recherche au domicile des patients, mais on ne peut pas leur apporter les médicaments. Donc il y a un effort là aussi réglementaire de simplification à faire. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser le temps aux autres. Alors Vincent, toi tu es directeur du centre hospitalier de Tourcoing, dans une région, les Hauts-de-France, qui a beaucoup investi sur les réseaux d'investigateurs et sur la collaboration entre acteurs et acteurs hospitaliers notamment. Quand on a préparé cette conférence, au bout d'un moment tu nous as dit, et c'est peut-être le cas d'une partie de l'Assemblée, vous êtes mignons mais tout ça c'est super technique, moi je veux juste des trucs simples, pour que ce soit simple de faire de la recherche et que mes équipes puissent inclure des patients. Est-ce que tu peux nous indiquer finalement comment vous viviez ça dans les Hauts-de-France, dans la collaboration entre acteurs et même si c'est sous l'œil attentif du CHU de Lille voilà, quelles sont tes attentes, toi, de simplification finalement vues finalement du côté centre hospitalier avec une recherche qui, parce qu'elle est complexe à faire, est aussi complexe à mettre en œuvre au plus près des patients. Oui, merci. Effectivement, je disais que c'était très techno et en même temps, si on résume les enjeux pour un centre hospitalier général, tout ce que vous avez évoqué correspond à ce qu'on attend. Nos enjeux en tant que centre hospitalier non universitaire, c'est permettre de prendre en charge des patients et de les inscrire dans des essais cliniques sans avoir à les transférer. Je pense que c'est aussi un attendu des patients et des représentants des usagers. Et puis pour nos établissements, c'est permettre à des praticiens de s'inscrire dans une démarche de recherche clinique parce que c'est compliqué. Et quand j'ai réfléchi un petit peu aux propos que j'allais tenir, finalement, on se dit que partir de rien, c'est souvent plus difficile que de s'inscrire dans l'existant. Et l'expérience tourquenoise est un petit peu particulière parce que c'est un CH non-U, mais avec un service universitaire. Donc on a ce service universitaire qui pousse à la recherche et qui a cette expérience, cette compétence, cette antériorité, cette connaissance de l'écosystème complexe, et vous l'avez parfaitement décrit, qu'on essaye de simplifier. Et c'est aussi un centre hospitalier général dans lequel il y a des services qui, plus ou moins, sont assez éloignés de ces enjeux de recherche. Alors nos difficultés, vous les avez parfaitement résumées, c'est la contractualisation, c'est le consentement, c'est le monitoring, c'est d'avoir des équipes qui soient formées, qui comprennent les enjeux, qui soient en capacité de faire du travail de qualité, parce que derrière l'inscription dans un protocole de recherche, il y a une recherche d'excellence, de qualité, d'exhaustivité, de conformité des informations. Et tout ça, on ne l'a pas forcément acquis au niveau des équipes médicales qui n'en ont pas l'habitude, surtout si elles n'ont pas cette expérience et cette antériorité de recherche clinique. Mais on ne l'a pas non plus dans les équipes administratives, parce que le temps dédié à la recherche sur ces sujets très complexes est relativement limité. Donc on a un double frein à lever. Alors en Hauts-de-France et sous le contrôle bienveillant du CHU de Lille, on a une antériorité d'une quinzaine d'années avec une quinzaine d'établissements qui participent à ce qu'on appelle le groupement régional de recherche clinique et qui finalement apporte une solution assez légère sur la base du volontariat essentiellement sur finalement comment on rentre en tant que centre hospitalier, en tant qu'équipe hospitalière dans cet écosystème particulièrement ardu. Et donc il y a un certain nombre de leviers qui ont été activés ces dernières années. D'abord des temps de formation qui sont ouverts à l'ensemble des participants, à des professionnels médicaux, non médicaux, qui font de la recherche ou de l'inclusion pour que les grands sujets que vous avez pu évoquer puissent être partagés, compris, assimilés et retenus. Ça permet aussi de faire monter en compétence des expertises locales sur des équipes. Un deuxième niveau qui est celui de finalement la mutualisation des compétences. Financer aujourd'hui un biostatisticien, c'est pas donné. Et puis après, il faut lui donner à manger. Et donc voilà, donc on a mutualisé un biostatisticien et un arc senior pour aider aussi les équipes à réfléchir
à l'émergence d'un certain nombre de projets. Et puis après, le G2RC nous permet de partager des infos sur les projets existants, les projets susceptibles de se monter, les équipes intéressées à faire de l'investigation par rapport aux promoteurs. Et donc, on essaye de faire monter ça un petit peu en mayonnaise, bon, doucement, sur la base du volontariat, tranquillement, mais peut-être conclure sur des choses qui se passent sur la région Hauts-de-France, alors à travers le G2RC ou à travers des acteurs du G2RC qui discutent entre eux. Je citerai peut-être le projet Ariane, qui est la mise en réseau des IRM autour du CHU, de l'IRM 7T futur du CHU, avec le maillage territorial des 3T et des IRM 1.5, qui après constituent un projet d'alimentation de recherche. Dans le cadre du projet... Ça va vous amener à créer un PAX Recherche, une banque de données d'images d'IRM. C'est effectivement la possibilité de remonter un certain nombre d'images et d'accélérer finalement la connaissance à travers une intelligence artificielle générative qui permettra, à travers cette base de données consolidée, de refaire remonter en compétences et en excellence au plus près des territoires. Deuxième peut-être projet qui est l'ex-G4 sur notre interrégion, le projet Stark sur la cancérologie. Mais bon, ça, c'est le screening des patients dans les RCP qui seraient éligibles à des essais cliniques. Et c'est des bases aussi de connaissances pour les praticiens des essais qui existent. Parce que c'est aussi très compliqué de se tenir à jour de toutes ces informations-là. Et puis peut-être un troisième exemple qui est porté par le centre hospitalier de Lens sur les hépatites et les cirrhoses qui décompensent. Et donc, établissement promoteur qui est non universitaire, et puis une douzaine de réanimations sur l'ensemble du territoire, vraiment Hauts-de-France, dont on fait partie, mais comme d'autres. Voilà un petit peu le paysage. Donc on attend beaucoup de cette simplification. Et de toute façon, de cette simplification, on n'échappera pas à la nécessité d'une territorialisation, compte tenu d'un écosystème qui demeurera, d'une façon ou d'une autre, relativement complexe malgré tous vos efforts. Merci beaucoup Vincent pour ces exemples très imagés qui montrent combien finalement on avance en collaboration et dans l'accès, on a l'accès à la fois simplifié puis l'accès en proximité ou en collaboration et avec des jolis exemples de collaboration où chacun amène finalement sa compétence ou son savoir-faire ou ses patients et avec un joli exemple de CH promoteur qui montre qu'on peut coaguler dans les deux sens et que dans le rapport CHU-CH, les CH ne sont pas là que pour inclure, loin s'en faut. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cette table ronde dans les exemples et dans ce que voulaient vous présenter les collègues. Est-ce que dans la salle et sur les rangs, il y a des questions que l'un ou l'autre des interlocuteurs aurait soulevées? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde à nouveau? Moi, je veux... Ouais, je sais que je t'ai empêché de parler de quelque chose. Pas du tout, Stéphanie. Non, je voulais juste compléter sur un point qui me semble important, que j'ai oublié de signaler. C'est qu'au-delà, et merci, moi je voulais vraiment remercier Vincent, parce qu'effectivement, pendant la préparation de la table ronde, à force d'être très expert d'un sujet, on finit par devenir comme les gens qu'on essaie de convaincre finalement du fait que il va falloir à un moment écouter tout l'écosystème et les patients pour que les choses avancent un petit peu. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Et moi, j'ai essayé de faire l'effort justement de pédagogie pour ne pas me lancer dans l'article 1366, 1367 du Code civil, dont tout le monde se fout et a raison. Je voulais juste compléter et donner l'avis des patients. Ça me semble très important. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans tout ce qui est protocole de e-consentement et de e-information, moi j'ai été plusieurs fois lors de tables rondes interpellé évidemment de manière très gentille par des patients, notamment de l'association des patients atteints de maladies neurodégénératives, et la dame donnait ce témoignage poignant. Voilà, moi monsieur Assenoun, j'ai un souci, je veux participer à des phases précoces, je veux participer à de la recherche. Je suis à 50 km de mon établissement de référence, qui peut être un CH et un CHU. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je ne peux pas me déplacer? Et je ne suis pas pris en charge évidemment par de recherche. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, alors que ça existe, je ne peux pas donner mon consentement à une recherche? Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, c'est juste ce petit plaidoyer. Eh bien, je te remercie de conclure notre table ronde sur ce qui est finalement le sens de nos actions et merci à tous.